Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans TVR Soir, votre magazine quotidien d'information. Au sommaire, ce lundi 6 février, le blocage de l'université de Rennes 2. À l'issue de leur réunion publique, les étudiants ont voté le blocus du campus. La réalité virtuelle s'invite dans tous les domaines, y compris la santé. Exemple aujourd'hui au pôle Saint-Hélier avec une patiente en rééducation. L'invité de la rédaction ce soir est René Meilou, le président de France Bénévolat 35. Il vous donnera les clés à absolument connaître si vous aussi vous souhaitez donner de votre temps comme bénévole. En sport, Arnaud Benchetrit reçoit ce soir Jean-Philippe Végé. C'est le président de l'Association des championnats de France et vice-président de la Ligue de Bretagne de badminton. Nous reviendrons avec lui sur les championnats de France qui se sont tenus le week-end dernier. Mais avant cela, place à l'actualité de ce lundi 6 février. Et c'est avec vous Philippe Berthoud. Bonsoir Philippe. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. À la veille de la 3e grande journée de mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, l'université de Rennes 2 entre dans la danse, Philippe. Oui, à la mi-journée, le blocage a été voté, blocage de l'université suite à l'intervention du député France Insoumise du Val-de-Marne, Louis Boyard, venu à la rencontre des étudiants de Rennes 2. Dans la foulée, le mobilier a été sorti des salles de classe et positionné à l'extérieur des bâtiments. Regardez ici cette scène au pied du bâtiment B où les chaises sont évacuées par les étudiants et vont servir à barricader les portes d'accès de l'établissement. Selon le syndicat étudiant à la manœuvre aujourd'hui, Union Pirate, le but est de mettre la pression sur le gouvernement. Les cours sont annulés pour les prochains jours. Sur la contestation de cette réforme des retraites 2023, Rennes 2 est la première université française bloquée. Toujours sur le campus de Rennes 2, l'escalier contre l'homophobie a été dégradé. Oui, un escalier initialement aux couleurs de l'arc-en-ciel, le symbole des mouvements LGBTQI+, a été partiellement recouvert de peinture bleue dans la nuit de vendredi à samedi. Un acte de vandalisme qui a cessé avec l'intervention des services de sécurité. L'œuvre d'art avait été inaugurée le 17 mai 2019. Elle avait été commandée à l'artiste Mia sur le compte du budget participatif de la faculté. Le but poursuivi, réagir symboliquement à l'augmentation des violences contre les personnes lesbiennes, gays, bi, trans, queer et intersexes. Et les couleurs originelles devraient être repeintes cette semaine. Vous connaissez sûrement Artefacto, cette entreprise rennaise qui permettrait d'entrer en immersion dans la ligne B du métro grâce à la réalité virtuelle. Et bien désormais, elle se lance dans la santé. En décembre dernier, l'entreprise a reçu le prix de l'innovation au congrès de la Société française de médecine physique et de réadaptation à Rennes. Le but, proposer des cours de kinésithérapie à distance grâce à un casque de réalité virtuelle. Voyez ce reportage de Capucine Colin-Guillotin et Léo Lemaître. Je me trouve dans une chambre d'hôpital avec un lit, un chevet. Hélène n'est pas en pleine partie d'un jeu vidéo. Elle s'essaye à la kinésithérapie. À l'intérieur de son casque, elle dirige son propre avatar, une première mondiale. Une toute nouvelle technologie au service de la rééducation, développée ici en Bretagne et qui permet bon nombre de bienfaits. D'habitude, je peux avoir un corps qui est difficile, qui est douloureux, qui est compliqué. Et là, je vais habiter un corps dans lequel, quand je bouge, en fait, tout se passe bien. Le fait de sortir de son environnement quotidien et d'être dans un environnement qu'on ne connaît pas permet d'oublier un petit peu ses problèmes. Donc là, ça, on le sait, on l'a déjà mesuré. Il a fallu 4 ans pour développer ce prototype aux manettes des entreprises bretonnes spécialisées dans la visioconférence, la réalité virtuelle et des professionnels de santé. Objectif désormais, permettre à n'importe qui de faire ses exercices de chez soi. Ici on a une machine un peu puissante avec une caméra de profondeur. Donc ça c'est le prototype. L'objectif demain c'est d'arriver à un niveau un form factor nettement plus petit que ça. Donc juste le casque, un téléphone, le tout dans une petite valise. Et puis que le patient, en fait, qu'il puisse rentrer chez lui, après se connecter avec son personnel de santé en télérééducation. En tout cas pour Hélène, l'expérience est convaincante. Comme les téléphones portables, on aime aussi le côté ludique, comme les jeux, on aime cette approche un petit peu qui nous donne envie de faire quelque chose. Et puis si ça nous permet, et c'est le cas, de progresser physiquement, d'aller mieux psychologiquement, c'est que des atouts pour nous, pour les patients. Artefacto compte rendre disponible cette technologie d'ici 2 à 3 ans. En attendant, le pôle Saint-Hélier accueillera de nouvelles expérimentations. Je vous le disais dans les titres, nous allons parler badminton dans quelques instants. Avant cela, je vous propose de découvrir un sport peu connu, c'est le Kwan Kido.
C'est un art martial issu de techniques chinoises et vietnamiennes. Il mélange le maniement d'armes traditionnelles, de boxe libre et de self-défense. Et c'est un sport accessible aux personnes en situation de handicap. Natacha Astor s'est rendue ce week-end à la Coupe de Zone. C'est à Rennes. Regardez. C'est un sport encore méconnu en France et pourtant ils étaient nombreux ce week-end à se retrouver pour la Coupe de Zone de Kwan Kido, organisée par le Centre Rennais qui compte une 50aine d'adhérents. On peut pratiquer des techniques de pied-point, de boxe libre, donc pied, poing, coude, genou, projection, travail au sol aussi. On travaille aussi du maniement d'armes traditionnelles, ça veut dire les bâtons longs, les bâtons courts, les sabres, chaînes, tous les outils agraires qui étaient utilisés pour se défendre. Et du Kwan Kido, tout le monde peut en faire, de 4 à 75 ans, mais aussi quand on est en situation de handicap, comme Jessie qui a rencontré Nidam il y a 2 ans. Il m'a dit tu aimerais pratiquer l'art martial? Et là, j'éclate de rire et je lui dis oui, mais dans une autre vie. Nidam m'a permis d'ouvrir le champ des possibles parce que quand on est en fauteuil actuellement, on nous préconise beaucoup d'autres sports, mais en aucun cas l'art martial. Ces cours particuliers, une fois par semaine, c'est un exutoire pour Jessie, un moyen de se dépasser à tous les niveaux puisque la discipline est très complète. La préparation est autant physique que mentale. Nidam et Jessie souhaitent étoffer les rangs de la nouvelle section Handi Kwanti, mais pas que. J'ai lancé un défi à Nidam. Je lui ai proposé de monter une section handisport au sein de la Fédération internationale de Kwan Kido. Donc, affaire à suivre. Philippe, est-ce que vous êtes bénévole? Non, je ne suis pas bénévole. Pas encore, on va peut-être vous convaincre. On va passer à table avec nos invités. Et comme chaque mois, place à la chronique C'est pratique consacrée à nos seniors. Ce soir, on reçoit René Mélou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de France Bénévolat 35. Déjà un mot sur France Bénévolat, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une association exclusivement composée de bénévoles avec plusieurs missions. La plus connue, c'est la mise en relation entre des associations qui cherchent des bénévoles et des citoyennes, citoyens qui cherchent à s'engager sans trop savoir vers où se diriger. La deuxième, c'est la promotion du bénévolat sous toutes ses formes. La troisième, c'est la valorisation des expériences bénévoles. Donc ça concerne là plutôt les jeunes et les personnes qui cherchent à se réorienter dans leur parcours professionnel. Et enfin, nous mettons en place des programmes qui visent tous à permettre l'accès au bénévolat pour les publics les plus éloignés, les jeunes suivis par la mission locale, les personnes en situation de handicap physique ou non physique, bénéficiaires de RSA, migrants, réfugiés et des personnes incarcérées ou pas dans le cadre d'un parcours pénal. Alors là, en mars 2023, ça fera 3 ans que le Covid a commencé. Est-ce que les associations ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant Covid? Alors, leur niveau d'activité serait retrouvé s'il y avait le nombre de bénévoles qu'il fallait. Dans le sens où cette période elle a été vraiment très, très difficile. Au niveau national, mais proportionnellement, on retrouve la même chose à Rennes, sur les départements. Il y a eu 4 millions de bénévoles qui sont sortis des associations pendant cette période Covid. Il y en a 2 millions qui sont revenus. Par contre, d'un point de vue positif, la seule chose positive du Covid, c'est que pendant cette période-là, il y a des personnes qui ont découvert à quoi servaient les associations autrement que des associations de quartier, sportives ou autres, où il y avait vraiment des vrais enjeux sociaux. Donc il y en a 2 millions qui sont rentrés et 3/4 qui sont restés dans les associations. Mais il reste encore un petit delta. On a quand même perdu énormément de bénévoles, mais gagné peut-être des nouveaux. Alors, quelles associations recrutent? Moi, j'ai l'impression qu'on en parle régulièrement quand même de ces associations qui cherchent des bénévoles. Est-ce que c'est le cas pour toutes les assos ou il y en a certaines pour qui ça marche très bien? Alors aujourd'hui, 55% des associations déclarent manquer de bénévoles. Donc 1 sur 2. Oui, déclarent. Il y a celles qui ne disent rien. Et il y a à peu près dans tous les domaines où il y a des besoins, où c'est un peu plus prononcé, mais c'est toujours vrai. Covid ou pas Covid, c'est dans le social, dans l'humanitaire et tout ce qui touche au droit et au juridique. Mais là, par exemple, pour le droit ou le juridique, il faut avoir des compétences particulières pour être bénévole ou... Pas forcément. En fait, il y a une autocensure de la part des personnes quand on ne connaît pas bien le monde du bénévolat. Et c'est pour ça qu'on est là, nous, pour rencontrer les personnes. Par exemple, on prend une association comme UFC Que Choisir, qui effectivement a 2 types de bénévoles. La personne qui va faire de l'accueil pour venir, elle va vous renseigner sur ce que c'est que UFC Que Choisir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et une personne qui arrive avec un dossier en disant, voilà, moi j'ai besoin d'être défendu. Donc sur le premier, on a quelqu'un qui fait de l'accueil de l'orientation, ouvert à toutes et à tous. Et de l'autre côté, pour la constitution des dossiers, nous avons bien là quelqu'un qui a une expérience
juridique. Donc on a vraiment des cas complètement différents. La règle, c'est ne pas s'auto-censurer. Oui, c'est ça. On n'est pas obligé d'avoir une idée précise. Non. Donc si on a envie de donner de son temps, si on a du temps libre, comment on fait ? Alors déjà, on oublie tout ce qui est expérience, diplôme, est-ce que j'ai travaillé, pas travaillé. Nous, on a l'habitude de dire que la plus belle expérience, c'est celle de notre vie. Donc même si on n'a jamais travaillé, on a 40, 50, 60, 70 ans. On a toute cette expérience-là. Donc, eh bien, l'idée, c'est qu'on a vraiment des associations qui ont des besoins et des personnes qui veulent s'engager. Donc, il faut trouver des passerelles. France Bénévolat fait partie des passerelles. On invite les personnes à venir physiquement. On les reçoit physiquement, les yeux dans les yeux. C'est l'époque des plateformes, mais il n'y a rien de tel que de, effectivement, rencontrer quelqu'un pour vérifier les motivations, vérifier les envies. Quel domaine d'action, dans quoi? Dans le sport, la culture, les personnes âgées, les jeunes, le handicap, etc. Et les disponibilités. Et à partir de là, comme nous avons fait un gros travail avec les associations pour vérifier quels étaient leurs besoins et les conditions d'exercice des missions qu'elles proposent, on arrive effectivement à mettre en relation les deux et pour qu'effectivement chacun trouve et commence à faire un petit bout de chemin ensemble. Et puis on va voir si ça se passe bien ou pas. Alors vous dites que c'est important de se rencontrer en physique. On va citer quand même les 3 temps forts. Il y a bien sûr les forums des associations, c'est début septembre. Ensuite, il y a le forum du bénévolat à Rennes, au Hall-Martenot, ça c'est fin septembre. Exclusivement sur du bénévolat, 3 chiffres. L'année dernière, 1300 personnes sur une journée, 450 personnes qui se sont engagées le jour même et plus de 500 qui ont pris un rendez-vous pour rencontrer les associations ultérieurement. Ça montre bien que quand on crée des occasions pour mettre en face l'offre et la demande, ça fonctionne. Et puis il y a également en mars le Forum des seniors à la Glace Arena, dans quelques jours. Exactement. Merci beaucoup René Melloux. Merci à vous. D'être venu nous parler de bénévolat. Et puis on a vu bien sûr l'adresse mail pour avoir toutes les informations. Un domaine bien sûr qui a besoin de bénévoles, c'est le sport. Et on en parle tout de suite avec Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Claire. Il en fallait des bénévoles ce week-end, je crois. Ah bah oui, mais alors vous allez voir, il y a parfois des exceptions qui confirment la règle. Je vais me retourner vers Jean-Philippe Végé. Bonjour. Bonjour Arnaud. On rappelle que vous êtes le président de l'association qui a organisé les championnats de France de badminton. On va parler de quelques chiffres. On va revenir sur les bénévoles parce que généralement, eh bien, un championnat de France de bad, c'est 2-3 000 en moyenne. Il y a eu des pointes à 5-6 000. Combien avez-vous accueilli à la Glace Arena de spectateurs ce week-end? Eh bien, sur les 4 jours, on va être à plus de 12 000 spectateurs. Voilà, donc record explosé, succès populaire sans précédent, avec des bénévoles. Vous aviez combien de bénévoles? Exactement, là on reste dans le thème, on avait 160 bénévoles sur le week-end. Et vous en avez refusé? Et on en a refusé à peu près 150. Voilà, donc il y a quand même des exceptions à la règle. Il y a des exceptions à la règle. Succès populaire, on a dit. Succès avec les scolaires. Dès le jeudi matin, avec TVR, on est venu sur place et il y avait déjà des gamins partout. Oui, on a fait une grosse campagne sur les scolaires avec plus de 5200 scolaires à venir sur l'événement. Et on a voulu aller en fait un petit peu plus loin avec un aspect pédagogique. Ils sont venus pour voir du badminton, mais pas que. On a fait en fait des parcours ludiques, des parcours interviews, des parcours coulisses de visite de la glace pour donner vraiment un aspect derrière cette visite et voir du badminton. Et ça a marché, ça a marché. Ça a plus que fonctionné. Ça a plus que fonctionné. Alors, pareil, des fois on dit les gens ont du mal à trouver des terrains d'entente, à se prendre la main par la main pour organiser des choses. Là, c'est pas 1, 2, 3, mais c'est 4 clubs qui se sont associés pour organiser ces championnats de France. C'est vraiment une grande fierté en tant que président, cette mutualisation des forces. 4 clubs de la couronne rennaise, Cesson-Sévigné, le REC à Rennes, Saint-Jacques et le Flumil Badminton, qui se sont unis pour faire de cet événement une vitrine du badminton. Et à aucun moment de cette organisation, on a entendu « oui, mais moi je suis de Cesson, moi je suis de FIB ». Non. Tous ensemble, et on a été pour ce projet. Alors, vous êtes vice-président de chez nous, de la Ligue. Quel a été le regard des instances nationales sur ces championnats? Ils sont émerveillés, vraiment, parce que on arrive à faire venir 12 000 personnes pour voir du badminton. Et demain, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et il y a cet héritage de l'événement sur lequel il faut qu'on travaille maintenant. C'est bien, ils sont venus. Maintenant, il faut qu'ils reviennent et il faut qu'ils reviennent dans nos clubs. Bon, en tous les cas, on va également parler de ces clubs parce que le bad, ça marche en Bretagne, ça marche en Ille-et-Vilaine. On ne va pas citer tous les clubs. Guichin, évidemment, qui a été longtemps sur le devant de l'affiche, mais on joue au bad aussi à Fougères, à Rennes. Et parmi tous ces jeunes, il y en a qui brillent. C'est notamment le cas de Romane Cloto-Foucault. Je vous propose son portrait. Il est signé Natacha Astor. Originaire de Béton, elle disputait son titre de 2e française ce week-end lors des championnats de France de badminton à Cesson-Sévigné. À 22 ans, elle a un objectif en tête, participer au JO 2028. Rencontre avec la badiste brétilienne en simple, Romane Cloto-Foucault.
grande qualité, c'est ma fixation. Donc en fait, j'arrive à cacher un peu ce que je vais faire aux adversaires. Donc elles n'arrivent pas trop à lire les coups que je vais faire. Donc ça, c'est ma plus grande qualité. Et sinon, j'essaye de travailler surtout mon physique, vraiment la vitesse. Donc pour ça, j'ai engagé un préparateur physique depuis 2 ans maintenant, qui me permet de vraiment être beaucoup plus explosive en fait que ce que j'étais. Pour progresser, Romane est entourée de plusieurs professionnels. Un préparateur mental et une diététicienne ont récemment rejoint l'équipe. Depuis 7 ans, la badiste et son entraîneur forment un binôme performant. À la base, Romane, c'était plutôt une joueuse qui jouait grand terrain, qui faisait courir son adversaire. Et depuis 3 ans, on a essayé de transformer son jeu en faisant une joueuse un peu plus agressive. Donc en fait, elle a un jeu qui est plutôt basé, elle agresse l'adversaire avec des fixations, avec un volant qui va très très vite. Et elle essaye de garder toujours un même rythme. Elle a un rythme assez rapide, donc c'est vraiment ça. La jeune brétilienne mène sa vie étudiante et sportive de front. Après 2 années en DUT GEA à Rennes, Romane préfère opter pour des cours en distanciel en s'inscrivant dans une école de commerce en ligne, un rythme qui lui permet de s'entraîner 2 à 3 fois par jour, une préparation en adéquation avec son ambition. Mes objectifs, c'est JO 2028 à Los Angeles, clairement. C'est l'objectif. Après, pour y parvenir, il faut que je gagne des compétitions internationales. Et c'est pour ça que j'en fais pratiquement tous les mois, pour augmenter en fait mon classement mondial. À la Glace Arena de Cesson-Sévigné, Romane termine ce championnat de France en laissant une place au classement après une défaite en 3-7 à la demi-finale. Mais des podiums, Romane compte encore en fouler beaucoup. Voilà, alors Romane, eh bien, elle vise pas les JO de Paris 2024, on en parle tellement des JO de Paris. Elle vise dans 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement une seule Française qui peut y aller et la place est prise. Exactement, il y a une seule Française. Aujourd'hui, il y a une joueuse bretonne aussi, de Rostrenin, Chufeichi, qui est mieux classée qu'elle. Et puis on sait que la maturité arrive souvent vers entre 25 et 27 ans. Ce sera l'âge de Romane pour les Jeux de Los Angeles, donc c'est son objectif. Oui, puis il y a quand même déjà une grosse structure autour d'elle. Elle parlait de son préparateur physique. Enfin, on va dans le bon sens. Elle a fait demi-finale là, des championnats de France. Elle était tête de série numéro 2. Il va falloir faire la place, mais devant, c'est très très fort aussi. C'est très très fort, donc elle est en train vraiment de s'équiper. C'est la 2e fois qu'elle a une médaille de bronze sur les championnats de France. Donc on voit qu'elle a le niveau. Maintenant, il va falloir franchir la dernière marche. C'est pour ça qu'il lui reste quelques années justement pour ça. Voilà, en tous les cas, la place est prise, mais elle reste en Bretagne, ça nous fait plaisir. Et puis, il y avait d'autres résultats. Tous les résultats, d'ailleurs, ils seront à retrouver dans le TVR Sport, juste après ce journal en images. Mais comment ne pas évoquer le binôme Jiquel-Delru avec Tom, notre Brétilien, encore un? Il voulait gagner à la maison, c'est chose faite, devant ses amis. Il y avait toute sa famille qui était là. Parfait. Bon, eux aussi, ce binôme, il est 5e mondial aujourd'hui. Il y a encore un petit peu plus d'1 an pour aller chercher, gagner 2-3 places, 4 places, 5 places peut-être pour finir sur la plus haute marche du podium au JO. Exactement. Le but, c'est vraiment de rentrer dans le top 4 pour être tête de série aux Jeux Olympiques et être, on va dire, plus facilement en demi-finale pour assurer au moins une médaille aux Jeux. Voilà, ils sont revenus d'une tournée en Asie qui s'est plutôt d'ailleurs pas mal passée. Très bien passé d'ailleurs. Bon, on l'a dit, Jean-Philippe VG, après ces championnats de France, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous l'avez dit, vous voulez que ça revienne le BAD à la Glace Arena? Ouais, on veut vraiment recréer cette dynamique. Avec ces 160 bénévoles, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas un championnat d'Europe ou autre, mais on va laisser l'avenir un peu. Voilà, vous viendrez évidemment nous en parler. Avec grand plaisir. Dès que c'est signé. Avec grand plaisir. Alors à très bientôt. Voilà ce qu'il fallait retenir sur ce magnifique week-end de BAD en Bretagne. Et on croise les doigts. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous d'avoir été autour de cette table et à vous de nous avoir suivis. À suivre le TVR Sport. Très belle soirée à tous sur l'antenne de TVR.